Vous écoutez Alger Chaîne 3, le journal. Une édition préparée et présentée avec vous. Brahim Azouz, bonjour. Bonjour Hakim, bonjour à tous. Décès de l'artiste Fawzi Saichi, le défunt a laissé une empreinte mémorable à travers ses œuvres significatives, souligne dans un message de condoléances le président de la République. Et retour dans le journal sur l'allocution d'Ahmed Attaf à l'ONU, la Palestine occupée, le Sahara occidental, la Libye et le Mali, autant de dossiers abordés par le chef de la diplomatie algérienne. Et il y a 70 ans, l'ONU a inscrit la question algérienne, c'était le 30 septembre 1955 et c'était le fruit des efforts de jeunes responsables du Front de Libération Nationale. Et alors que le génocide à Gaza se poursuit, Donald Trump a dévoilé son plan pour Gaza qui compte 20 points, les détails tout à l'heure. Le bilan de l'accident d'hier à Boumalda s'est alourdi de 25 à 43 blessés suite au renversement d'un bus. Le monde de la culture en deuil, Fawzi Saichi, décédé hier à l'âge de 74 ans. Et dans un message de condoléances à la famille de l'artiste et à la famille du cinéma algérien, le président de la République Al-Majid Tebboune souligne que le défunt a laissé une empreinte mémorable à travers ses œuvres significatives et des films et des séries qui ont fait des décennies durant la joie du public, souligne le chef de l'État. Les présidents des deux chambres du Parlement ont également adressé leurs condoléances à la famille du défunt Fawzi Saichi. Direction New York, où Ahmed Attaf s'est exprimé depuis la tribune des Nations Unies. Le chef de la diplomatie algérienne, qui a d'abord réaffirmé la position de l'Algérie sur nombre de dossiers, à commencer par la cause palestinienne, le droit à l'établissement d'un État palestinien souligné par Ahmed Attaf, qui a mis en garde contre les dangers de l'occupant israélien sur toute la région. Ahmed Attaf. Cette cause est aujourd'hui confrontée au plus grand danger de son histoire, celui de son effacement pur et simple, par l'annexion des terres, le déplacement du peuple, l'étouffement des institutions légitimes, ainsi que l'élimination de la solution à deux États qui avait fait consensus. Le danger ne s'arrête même plus aux frontières de la Palestine, car l'occupation israélienne affiche désormais ouvertement sa volonté de raviver et de mettre en œuvre ce qu'elle appelle le projet du Grand Israël. Cette situation impose à la communauté internationale des responsabilités accrues qu'il n'est plus possible de fuir ou d'abandonner. Pour que la fin de la 8e décennie de l'organisation marque également la fin des souffrances, des tragédies et des épreuves imposées au peuple palestinien. À la décolonisation du Sahara occidental, le droit du peuple sahraoui à l'autodétermination, un autre dossier abordé par Ahmed Attaf qui rappelle la nécessité d'y parvenir suivant les résolutions onusiennes. La question du Sahara occidental demeure une question de décolonisation et le peuple sahraoui reste pleinement habilité à exercer son droit à l'autodétermination. Le fait accompli imposé sur les territoires sahraouis demeure aux yeux du droit international et selon la doctrine constante des Nations Unies, une occupation. La véritable solution recherchée pour ce conflit doit, selon nous, s'appuyer sur des principes fondamentaux. La solution doit se dérouler sous la supervision totale et permanente de l'ONU. Elle doit être fondée sur des négociations directes entre les deux parties. Son contenu doit être conforme aux principes onusiens en matière de décolonisation. Cette solution doit permettre au peuple sahraoui d'exercer concrètement son droit à l'autodétermination conformément aux résolutions onusiennes. Et à propos des putschistes au Mali et dans les attaques sans récurrentes contre l'Algérie, Ahmed Attaf a souligné que la République du Mali mérite bien mieux et bien plus que tous ces putschistes conspirateurs. Les sommets de la bassesse, de la vulgarité et de la grossièreté atteints par ce faux poète, mes vrais putschistes, ne sont rien d'autre que logoré de Soudar. Son bavardage de caniveau ne mérite que mépris et n'inspire que dégoût. Et la solution à la crise en Libye, déclenchée depuis 14 ans, est entre les mains des Libyens, sans ingérence étrangère, rappelle Ahmed Attaf, qui est revenu également sur le mandat de 2 ans de l'Algérie au sein du Conseil de sécurité en tant que membre non permanent, un mandat de fidélité aux valeurs et aux principes des Nations Unies. Il y a 2 ans, l'Algérie a eu l'honneur de gagner la confiance de l'Assemblée générale en étant élu membre non permanent au Conseil de sécurité. Et nous voici aujourd'hui à l'approche de la fin de ce mandat avec l'espoir sincère d'avoir pu, ne serait-ce qu'en partie, être à la hauteur de la responsabilité que vous nous avez confiée. Le président de la République Abdelmadjid Tebboune a voulu que le mandat de l'Algérie au Conseil de sécurité soit placé sous le signe de la fidélité aux valeurs et aux
principe consacré dans la Charte des Nations Unies aux appartenances arabes, islamiques et africaines de l'Algérie, à l'identité et à l'histoire de lutte de l'Algérie pour la liberté et l'émancipation. Jamais nous nous sommes résignés ou soumis au fait accompli. L'Algérie est fermement convaincue que l'espoir demeure possible pour un avenir meilleur. Pour notre Organisation des Nations Unies, un avenir meilleur pour la communauté internationale et un avenir meilleur pour l'humanité tout entière. C'était le ministre des Affaires étrangères, Ahmed Attaf. Il y a 70 ans, l'ONU inscrivait la question algérienne sur son agenda. C'était le 30 septembre 1955. C'était le fruit des efforts de jeunes responsables du Front de Libération Nationale qui avaient réussi à convaincre la communauté internationale de la justesse de la cause algérienne face à un colonialisme français des plus barbares. Linda Boadma. C'est le résultat d'un travail de lobbying qui a commencé quelques mois plus tôt, en avril 1955, à la conférence de Bandung, en Indonésie. Les jeunes militants du FLN, dotés de grandes potentialités, ont réussi à rallier à leur cause plusieurs États arabes et asiatiques. De Bandung à New York, le travail de coulisses des fondateurs du Front a porté ses fruits. Le 30 septembre de l'année 55, la communauté internationale a ouvert pour la première fois la voie à un débat officiel sur le droit du peuple algérien à l'autodétermination. La question algérienne devient désormais un sujet mondial et non plus une simple affaire intérieure telle que considérée jusque-là par la France coloniale. Le 8 octobre 1962, 3 mois après l'indépendance, l'Algérie devient membre de l'ONU. Sa première parole est de reconnaissance et d'engagement. Reconnaissance envers tous ceux qui l'ont soutenu et engagement à être le porte-voix de tous les peuples opprimés. Dès le départ, l'Algérie adopte une ligne claire en matière de relations internationales, anticolonialisme, solidarité avec la Palestine, soutien à l'Afrique en lutte, respect des principes de la Charte de l'ONU et de ses idéaux, la paix, la coopération internationale et la solidarité entre les peuples. Depuis, l'Algérie n'a jamais dérogé à ces principes. La coopération en Algérie, l'Union européenne et les Pays-Bas lancent un nouveau programme de développement local intitulé ADIL. Il s'agit d'une initiative qui vise à renforcer la gouvernance locale et à soutenir une croissance équilibrée. Sophia Boukalcha. Une nouvelle étape vient s'ajouter au programme de coopération avec l'Union européenne. Objectif, renforcer le développement régional durable et équilibré et promouvoir la gouvernance locale. Saïd Sayoud, ministre de l'Intérieur et des collectivités locales et du transport. La conjugaison des efforts apportera une valeur ajoutée significative dans le processus d'amélioration des capacités institutionnelles et humaines au niveau des 12 communes réparties sur les wilayas de Biskra, Tbessa, Tiret et Mostranum. J'invite l'ensemble des parties prenantes à faire de la continuité des projets inscrits et de la création d'emplois stables leur principal objectif, afin de contribuer au renforcement de la dynamique économique et sociale locale. Ce projet s'inscrit parallèlement à la signature de 3 autres programmes avec l'Union européenne pour un montant total de 45 millions d'euros. Sofiane Chaïb, secrétaire d'État chargée de la communauté nationale à l'étranger. Le lancement de ce programme coïncide avec la signature de 3 autres projets pour un montant global estimé à 45 millions d'euros. Ces initiatives portent sur le secteur de l'hydrogène, le traitement des eaux, la gestion des risques liés aux inondations ainsi que la gouvernance économique. L'ensemble de ces programmes contribuera à la nouvelle dynamique économique de notre pays et confirme l'engagement total de l'Algérie à renforcer son partenariat avec l'Union européenne dans le respect des intérêts communs des deux parties. De son côté, l'ambassadeur de l'Union européenne a souligné qu'ADIL permettra de rapprocher l'administration des citoyens, de valoriser le savoir-faire algérien tout en bénéficiant de l'expertise européenne. Diego Melado. Il est possible de renforcer les structures au niveau central, local, pour justement cette action participative. C'est d'ailleurs ce que ce projet va faire, en apportant une expérience européenne et surtout en favorisant les échanges, puisqu'il y a un savoir-faire déjà et une vision politique très forte en Algérie. Un projet porté par l'Union européenne et les Pays-Bas, un pas supplémentaire vers une gouvernance locale plus participative et plus proche des réalités du terrain. Au niveau local, justement, le ministère de l'Habitat a mis 9 logements à la disposition des autorités locales de la wilaya de Msila pour reloger les familles dans les habitations menace ruine suite aux dernières intempéries. Le bilan de l'accident d'hier à Boumerdès passe de 25 à 43 blessés. L'accident est survenu sur l'axe numéro 5 traversant la commune de Tnia suite au renversement d'un bus. Les travaux du séminaire international sur les risques géotechniques et les constructions durables organisé par le ministère de l'Habitat se poursuivent à Alger. Les intervenants ont mis l'accent hier sur l'importance des études dans l'identification de tout danger. Il tient à la donne.
Pour Adam Belhassan, directeur technique du laboratoire national de l'habitat et de la construction, la clé de la durabilité d'un bâtiment, c'est d'anticiper les risques du sol dès le départ. Un terrain fragile peut causer de graves problèmes s'il n'est pas étudié correctement. Nous avons une géologie complexe entre le nord et le sud, ce qui fait exposer notre territoire à des risques géotechniques. On cite les risques sismiques, les risques d'instabilité de terrain, les glissements de terrain, le gonflement, les affaissements du sol, les sols compressibles, les sols gypseux qui sont susceptibles à dissolution. Derrière tout ça, c'est anticiper les impacts de ces dangers-là afin de garantir des constructions pérennes et durables. Les technologies de pointe offrent aujourd'hui des outils décisifs pour renforcer cette prévention. Intelligence artificielle, cartographie numérique, imagerie radar et satellite facilitent l'analyse et le suivi des sols. On va focaliser sur la technologie de pointe au niveau international et sachant qu'on est en train de travailler sur ces technologies aussi, donc à travers l'adoption de l'intelligence artificielle, donc la cartographie à partir des systèmes d'information géographiques et l'utilisation des radars et des satellites aussi, donc pour identification et surveillance des risques. Cette modernisation technique doit s'accompagner d'une ouverture internationale par l'échange d'expertise ainsi que du renforcement de la formation et de la recherche afin de doter les professionnels du secteur des compétences nécessaires aux défis actuels et futurs. Compte rendu signé Ebtia Aladoun. Alors que le génocide sioniste se poursuit à Gaza, Donald Trump a dévoilé hier depuis la Maison-Blanche son plan pour Gaza qui compte 20 points. Ce qu'il faut retenir, la création d'un bureau de paix que Trump présidera, l'exclusion du mouvement de résistance palestinien Hamas dans la gestion de Gaza, celle-ci sera confiée à des technocrates étrangers, des Palestiniens et l'ancien Premier ministre britannique Tony Blair. Trump dit que Hamas a 72 heures pour accepter, sinon Netanyahou continuera le travail, c'est-à-dire la poursuite du génocide, ce que confirme d'ailleurs sur place Netanyahou. Et peu après, les médiateurs qataris et égyptiens ont annoncé avoir remis le document rédigé par l'exécutif américain aux négociateurs du Hamas. Côté réaction, l'Égypte, la Jordanie, l'Arabie Saoudite, le Qatar, les Émirats Arabes Unis, la Turquie, l'Indonésie et le Pakistan ont dit dans un communiqué commun saluer le rôle du président américain, je cite, et ses efforts sincères visant à mettre fin à la guerre à Gaza. Manifestations et arrestations au Maroc. Plusieurs villes vivent depuis des jours au rythme de la contestation contre les politiques économiques et sociales des autorités marocaines. Les manifestants demandent l'accès à l'éducation et à la santé. Les manifestations sont violemment réprimées par la police marocaine. Et enfin, les États-Unis face à un risque de crise budgétaire. Si rien n'est fait d'ici minuit, le pays se retrouvera sans finances à l'origine de cette crise. Le Congrès divisé entre d'un côté les républicains qui soutiennent Trump et de l'autre les démocrates qui demandent plus de budget, notamment pour la santé. La météo, Soraya Zental.